Bonjour, chers collègues, Junior Master. C'est M. Balanza, parfait. Formateur en audit stratégique. Donc, je suis là devant le cours. C'est la continuité, toujours sur le premier module de l'audit stratégique. Continuité pour ce tout dernièrement, nous avons vu le deuxième chapitre qui parlait sur la mission d'audit stratégique. Donc, on avait abordé le deuxième chapitre. Et dans le deuxième chapitre, ce deuxième chapitre nous parle des missions effectuées par l'auditeur. Alors, la mission d'audit est effectuée en 3 phases. La première phase, c'est la phase de préparation. La deuxième phase, c'est la phase de réalisation. Et la troisième phase, c'est la phase de conclusion. La semaine passée, nous avons vu la première phase de préparation. Qu'est-ce que l'auditeur doit effectuer concernant la phase de préparation? Alors, l'auditeur, il a une mission à effectuer. Et donc, expert sur le terrain, il doit remplir les conditions. Et cette mission, il ne peut pas effectuer une mission volontairement. Il doit recevoir l'ordre. Et ensuite, maintenant, la première phase, que nous parlons de la phase de préparation. Ici, nous avons dit ceci dans la phase de préparation. L'auditeur doit recevoir un certain nombre d'informations qui va nous permettre de réaliser sa mission. Et cette mission doit être effectuée en combien de temps? Et quel est le coût de cette mission? Le coût financier, bien sûr. Ensuite, il y aura une phase administrative qui doit être établie. Ça veut dire une correspondance administrative. Donc, l'auditeur doit établir une lettre de proposition de suivi dans laquelle, dans cette lettre que l'auditeur doit envoyer auprès de cette entreprise ou bien organisation, signifie la zone de risque, les difficultés rencontrées, les modalités des principes d'intervention et le budget de l'opération. Alors, tout ça, ce sont des informations que l'auditeur doit remplir au niveau de sa lettre qu'il doit envoyer à la disposition de l'entreprise ou de l'organisation, avant de démarrer ce qu'on appelle la mission d'audit. Donc, dans la phase de préparation. Donc, ça regroupe l'ensemble des informations. La zone de risque, le coût financier de l'audit. Donc, tout ça, l'auditeur doit avoir toutes ces informations pour nous rassurer réellement que je suis prêt à effectuer la mission d'audit. Concernant la première phase de préparation que nous avons, que j'ai présenté tout dernièrement la semaine passée, dans la première phase de préparation, nous avons dit ceci. Cette phase de préparation, ça fait partie de l'ordre de la mission. Également, l'auditeur arrive sur le terrain, doit être en contact avec les responsables de l'organisation, afin de lui permettre d'être en contact avec les documents sur le terrain pour recolter des informations. Et ensuite, l'auditeur doit élaborer ce qu'on appelle une fiche technique. Une fiche technique qui nous permettra de passer par une évaluation des questions à demander. Également, au niveau
de l'analyse de la structure, l'auditeur doit identifier les métiers, la segmentation de la stratégie, identifier les avantages compétitifs et le développement dans les différentes phases. Également, faire une analyse des gammes de produits. Donc, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la phase de préparation pour un auditeur quand il arrive. Aujourd'hui, concernant le cours d'aujourd'hui, nous faisons la continuité des missions audit. Alors, aujourd'hui, nous allons voir ce qu'on appelle la phase de réalisation. La phase de réalisation de la mission d'audit. La phase de réalisation de la mission d'audit. Alors, concernant la phase de réalisation d'audit, cette phase est caractérisée par 1. L'analyse des performances globales de l'entreprise. Les risques de dysfonctionnement stratégique. L'analyse des causes de dysfonctionnement stratégique et des résultats fréquents. Alors, ça fait partie des caractéristiques de la phase de rédaction que l'auditeur doit avoir pour rassembler des informations afin que pour rédiger le rapport, comme on le dit, avant de rédiger le rapport, ici, la phase de réalisation, l'auditeur arrive sur le terrain. Alors, quand il arrive sur le terrain, alors, nous venons de dire, la phase de perfectionnement global. Concernant l'analyse des performances globales de l'entreprise, cette analyse comprend, ici, le petit trait 1, l'évolution des performances économiques financières. Alors, pourquoi l'auditeur doit d'abord chercher ici? Quand l'auditeur arrive sur le terrain, pendant sa mission, nous sommes à la phase de réalisation. Il est en contact avec les documents qui se passent, les documents utilisés dans l'entreprise, les documents qui donnent des informations sur le plan économique, sur le plan financier. Alors, l'évolution de la performance, l'auditeur doit avoir des informations sur le plan économique. Alors, sur le plan économique, l'auditeur, c'est grâce aux documents. Et économique, l'auditeur doit avoir des informations réellement. Quel est exactement le chiffre d'affaires, l'évolution du chiffre d'affaires qui a été engagé par une organisation pendant le projet? Bien sûr, le projet a été déjà réalisé, l'entreprise ou bien l'organisation est en pleine activité. Alors, ici, l'auditeur arrive, il rentre en contact avec les documents économiques, avec les documents financiers pour avoir les informations concernant le chiffre d'affaires. Donc, grâce à ces documents économiques et financiers, l'auditeur doit avoir ces informations pour connaître l'évolution. Est-ce que l'entreprise a pu avoir soit des faiblesses ou bien des avantages sur le chiffre d'affaires engagé? Parce que ici, quand on parle du chiffre d'affaires, normalement, l'entreprise avait engagé un chiffre d'affaires sur l'organisation, le développement, le fonctionnement d'un projet sur l'organisation. Alors, à partir des documents économiques et financiers, l'auditeur doit être en contact avec ces documents pour connaître l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que, durant tout le temps que l'activité se passe, cette organisation apporte du chiffre d'affaires en évolution? Voilà que ce qui se passe concernant le premier plan. Le deuxième tiret, on parle de l'évolution de la production. L'évolution de la production, ici, l'auditeur, comme il est sur le terrain, il regarde la production de l'organisation, la production de l'entreprise. Est-ce que cette production donne des avantages ou des inconvénients? Alors, l'évolution de la production, à partir des faits réels sur le terrain, l'auditeur a des informations afin de les récupérer et les émarger sur la fiche technique. Donc,
la fiche technique utilisée par l'auditeur lui permet de recompter, de récupérer des informations sur la production. Est-ce que l'activité donne une évolution ou pas? Voilà, à partir de là, nous avons aussi des informations. Concernant l'évolution de la valeur ajoutée. Oui, la valeur ajoutée, quand on parle de la valeur ajoutée, oui, c'est une organisation, c'est une entreprise qui utilise des humains, qui utilise des personnes physiques. Alors, la valeur ajoutée, concernant la charge de l'entreprise, la charge qui revient aux associés, réellement, est-ce que sur le nombre de personnes qui sont utilisées sur le terrain, le nombre de personnes qui sont utilisées par l'entreprise peut apporter des avantages ou pas? Alors, concernant l'évolution de la valeur ajoutée, concernant l'évolution de l'investissement, concernant l'investissement, oui, l'auditeur doit avoir aussi des informations sur l'investissement. L'entreprise ou l'organisation avait investi. Ou les associés ont investi sur un projet. Alors, le résultat attendu par les associés, c'est à travers les documents comptables, les documents financiers, d'une manière générale, en regardant cet investissement apporter des avantages ou des inconvénients. À travers ces documents, alors, on regarde aussi également l'évolution de l'investissement. Est-ce que l'investissement avance ou recule? Alors, nous passons au niveau du résultat financier. Également le résultat financier, ça aussi, nous avons aussi le résultat sur ce que les associés attendent. Pour le plan financier, oui, les associés ont multiplié. Ils ont investi sur un projet grâce au financement de leur part. Alors, est-ce que le financement apporté par les associés apporte du bon résultat ou pas? Tout ça, c'est à travers les documents comptables, les documents financiers. L'auditeur doit avoir des informations. Nous sommes au niveau de la situation financière de l'entreprise, la situation financière de l'entreprise et sa capacité d'endettement. Donc, concernant la situation financière de l'entreprise, on regarde réellement l'évolution dans ce contexte-là. Si l'entreprise apporte ou l'évolution sur le plan financier, alors l'entreprise peut aussi avoir la possibilité d'arrêter ce qu'on appelle la capacité d'endettement. Pourquoi on parle de l'endettement? On parle de l'endettement, premièrement, une entreprise finance une activité tout premièrement grâce aux associés. Ils apportent le financement sur le projet, la réalisation ou bien sur la fabrication d'un produit sur le terrain. Alors, par rapport au financement des associés, si la capacité de financer le projet est insignifiante, alors les associés sont obligés d'aller chercher d'autres apports de l'autre côté qu'on appelle l'endettement. Soit les subventions de l'État, soit à travers d'autres emprunts au niveau des banques. Donc, l'endettement, ce qui a été pris par les associés de l'extérieur, vient pour augmenter la capacité financière de l'entreprise pour s'engager à un projet. Alors, le résultat attendu de la situation financière permettra aux associés de faire face à l'endettement, à la capacité de l'endettement. Ça veut dire le remboursement. Nous sommes au niveau de la qualité du management. Au niveau de la qualité du management, ici on regarde quelle est la politique. Quelle est la politique que l'entreprise utilise dans le domaine du management. Quand on parle dans le domaine du management, on regarde cette politique, il y a d'abord l'organisation, 2, la planification et atteindre des objectifs
fiable dans le résultat. Mais entre-temps, cette politique est accompagnée par les ressources financières, les ressources humaines, les ressources matérielles et la gestion du temps. Alors, tout cela englobe ce qu'on appelle la qualité du management. Alors, la politique que l'entreprise est en train de gérer sur le terrain. À travers cette qualité du management que l'entreprise est en train d'utiliser, l'auditeur doit avoir des informations. Est-ce que cette organisation est en train d'apporter du bon management? Est-ce que cette organisation apporte des résultats fiables sur le terrain? Parce que si il n'y a pas une bonne stratégie pour atteindre des objectifs, alors cette qualification du management n'est pas fiable. Raison pour laquelle l'auditeur doit regarder également ici. Alors, concernant la stratégie, l'auditeur au niveau de la stratégie, oui, il est en train de faire l'audit. Mais l'audit ne doit pas s'arrêter à examiner les faits, apporter des recommandations. Alors, il doit apporter des stratégies. Stratégies qui pourraient nous permettre d'améliorer la politique managériale de l'entreprise ou de l'organisation afin d'atteindre ce qu'on appelle des objectifs fiables. Voilà la stratégie de l'auditeur. Lui, c'est bâtir les stratégies. C'est bâtir les stratégies à long terme afin que les objectifs visés par l'entreprise puissent apporter des résultats fiables. Concernant la maîtrise de la gestion. Oui, la maîtrise de la gestion. Au niveau de la maîtrise de la gestion, ici, nous parlons de l'organisation, le fonctionnement. Est-ce que les associés, les propriétaires de l'entreprise ont le résultat du fonctionnement de l'organisation? Est-ce que l'entreprise avance ou pas? Est-ce que, alors, la maîtrise de la gestion, donc ici au niveau de la gestion, les associés doivent avoir des informations sur le contrôle général de leur organisation. C'est au niveau de la gestion. Alors, également, l'auditeur doit regarder à travers les documents comptables au niveau de la réalité sur le terrain, en posant également des questions au niveau des associés. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous avez la situation exacte de l'entreprise? C'est grâce à la gestion. La gestion qui portera des informations fiables. Voilà un peu, d'une manière générale, ce qu'on appelle l'analyse de la performance globale de l'entreprise. Deuxièmement, nous partons au petit b, ici, les risques de dysfonctionnement. Ici, stratégie. Concernant les risques de dysfonctionnement stratégique, risque de dysfonctionnement stratégique. Ici, nous avons dit ceci. Il détermine les sources des crises, facteurs internes et externes. Alors, ici, tout dernièrement, nous avons dit ceci. L'auditeur, avant d'aller sur le terrain, effectuer sa mission d'audit, doit avoir des informations sur la zone de risque. La zone de risque, il a déjà des informations. Que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur. Alors, quand l'auditeur arrive sur le terrain, la zone de risque lui permettra de savoir comment gérer sa mission exactement. Alors, si c'est une zone à risque, l'auditeur doit apporter des stratégies. Pourquoi les stratégies? Alors, pour donner les informations aux propriétaires de l'entreprise, voilà la zone dans laquelle vous êtes en train d'exploiter, apporte des risques. Quelle est la conduite à tenir afin que les objectifs fixés doivent être fiables? Tout cela se passe au niveau de la recommandation de l'auditeur. Alors, il maîtrise les zones de risque. Et ensuite, nous avons parlé de l'analyse des causes des dysfonctionnements stratégiques et le résultat. Ici, nous avons dit ceci. L'auditeur
nous parlons de l'analyse des causes des dysfonctionnements stratégiques et de résultats. Alors ici, ça concerne toujours l'analyse de causes. L'auditeur sera conduit à provoquer de nouveaux entretiens avec les membres de la société pour les identifier, et il est possible, les indicateurs fournissent des explications. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, concernant le dysfonctionnement, lorsqu'un auditeur arrive sur le terrain, il entend effectuer sa mission, il regarde comment l'organisation fonctionne, comment l'entreprise fonctionne. Alors, en posant les questions ou en faisant l'enquête du fonctionnement de l'organisation, l'auditeur constate qu'il y a ce qu'on appelle le dysfonctionnement. Ça veut dire qu'il y a des anomalies. Il y a des anomalies. Pourquoi les objectifs fixés par les associés, les propriétaires des entreprises n'arrivent pas à apporter des résultats fiables? C'est qu'il y a un problème. Il y a dysfonctionnement. Les résultats ne sont pas atteints. Il y a dysfonctionnement. La raison pour laquelle l'auditeur arrive à provoquer les entretiens. Il organise les entretiens avec les membres de l'entreprise, les membres de l'organisation, pour leur signifier, voilà les causes exactes, pour leur donner des informations, voilà les causes exactes du dysfonctionnement. Pourquoi l'organisation ne donne pas des objectifs fiables? Et lorsque un objectif est fixé selon un plan de travail, alors à la fin, le résultat attendu par les associés n'arrive pas à donner de résultats fiables. Alors, c'est à partir de là, l'auditeur découvre, l'auditeur constate qu'en ce moment, il y a dysfonctionnement. L'organisation n'apporte pas de bons résultats à cause des faits réalisés, soit le comportement des agents, soit la mauvaise qualité du produit fabriqué, soit le livraison des produits au niveau des consommateurs. Tout ça, ça fait facteur des dysfonctionnements d'un produit ou du fonctionnement de l'organisation. Alors, c'est à partir de là que l'auditeur provoque des réunions d'entretien avec les responsables de l'entreprise pour leur identifier les causes. Et ensuite, en faisant identifier les causes, il leur donne les recommandations. Alors, en baptisant les stratégies. Quel genre de stratégie faut-il améliorer? Quelle stratégie faut-il apporter afin que le fonctionnement, afin que le résultat attendu auprès des associés, auprès des propriétaires de l'organisation puisse apporter des résultats fiables? Alors, quand on parle de dysfonctionnement, l'auditeur doit présenter également des mesures à prendre. Une fois. Parmi l'entretien que l'auditeur doit organiser auprès des responsables de l'organisation, nous avons aussi ce qu'on appelle les outils qu'il doit utiliser. Les outils d'analyse de dysfonctionnement. Il y a les outils d'analyse de dysfonctionnement. Vous avez le brainstorming. C'est un outil de recensement des causes. C'est un outil de recensement des causes. Vous avez aussi le diagramme. Là aussi, vous avez un diagramme de cause à effet pour la structure des causes. Vous avez aussi le diagramme de Pareto pour la hiérarchie. Donc, ces outils sont utilisés par l'auditeur. Mais ces outils
chaque outil a un rôle à jouer. Concernant le recensement des causes, quand l'auditeur arrive sur le terrain, il constate quelles sont les causes qui apportent le dysfonctionnement de cette organisation. Alors, à travers ce document de recensement, il doit émarger ces éléments. Concernant le diagramme, là également concernant le diagramme, là aussi le diagramme nous présente également les causes de la structure de l'organisation. Nous avons aussi le dernier document ici qu'on appelle le diagramme de Pareto, aussi concernant la hiérarchie. Donc, il y a d'abord les causes au niveau du recensement. On regarde le personnel, on regarde l'organisation, on regarde la hiérarchie. Si réellement, parmi ces trois facteurs, il y a des causes, mais ces causes sont bel et bien établies à partir d'un outil. Alors, nous passons à la phase de conclusion. Tout dernièrement, j'ai dit que la mission d'audit est effectuée en trois phases. La première phase, la phase de préparation, la phase de réelle préparation, d'une manière générale, être en contact des informations pour aller affronter la réalité sur le terrain. Deuxièmement, la phase de réalisation, l'auditeur est sur le terrain en train de vivre la réalité, comment une organisation fonctionne, et également l'auditeur arrive à la dernière phase de sa mission qu'on appelle la phase de conclusion. La phase de conclusion. Au niveau de la phase de conclusion, ici, la phase de conclusion, au terme de son audit stratégique, l'auditeur devait mettre en place une synthèse et de recommandations. La synthèse et la recommandation et des recommandations. Donc, la synthèse et les recommandations vont permettre aux gestionnaires de l'entreprise de corriger le dysfonctionnement perçu. Alors, pendant la mission de l'auditeur sur le terrain, l'auditeur a constaté qu'il y a le dysfonctionnement. À travers le dysfonctionnement, ça demande une synthèse et des recommandations qui vont permettre d'être accompagnés par des stratégies afin que dans les jours à venir, l'objectif que l'entreprise a prévu puisse être atteint. Alors, ici, nous parlons des dysfonctionnements perçus. Ces critères peuvent s'appuyer ici, soit en coopération avec les responsables de l'entreprise, auditer. Ça pourrait être, je prends l'exemple de dysfonctionnement, j'ai parlé ici de l'urgence des résultats. L'urgence des résultats, ça fait partie des dysfonctionnements. Alors, quand on parle de l'urgence des résultats, c'est pour éviter que les dysfonctionnements constatés par l'auditeur sur le terrain doivent édifier auprès des propriétaires de l'entreprise d'aller éviter ce qu'on appelle les risques. Alors, l'urgence des résultats pour les propriétaires de l'entreprise
l'auditeur doit apporter des résultats, doit apporter plutôt des modifications, des bonnes orientations. Des bonnes orientations qui vont apporter beaucoup des avantages dans le but d'éviter le dysfonctionnement de l'organisation sur ces faits. Alors, l'urgence, c'est quoi du résultat? Alors, lorsque dans un travail qui est organisé au sein d'une entreprise, alors, les responsables des gestions des ressources humaines, si un produit est mis à la disposition des consommateurs, soit à une durée de 2 semaines, 3 semaines, l'auditeur peut réduire le temps, au lieu de faire expédier le produit auprès d'un consommateur à une longue durée. L'auditeur peut apporter des résultats un peu fiables en diminuant la durée de l'expédition du produit. Concernant l'économie des ressources engagées, ça fait partie du dysfonctionnement également. Concernant l'économie des ressources, ici, ça fait partie des dysfonctionnements. Pourquoi? Parce que l'auditeur doit apporter des améliorations au niveau de ses ressources économiques. S'il y a du gaspillage de ces ressources, l'auditeur doit apporter des recommandations. Il y a également au niveau du maintien du plein temps. Le maintien du plein temps. On constate également qu'au niveau de la gestion du temps, il y a le gaspillage du temps, alors l'auditeur doit améliorer, l'auditeur doit donner des recommandations sur la gestion du temps. La gestion du temps peut apporter une charge auprès des associés. Le fait de gagner ou d'utiliser beaucoup de temps sur la fabrication d'un produit, alors le résultat n'est pas fiable. L'auditeur peut apporter des recommandations en diminuant la gestion du temps. Au lieu de faire le plein temps, on peut faire le mi-temps. Voilà l'exemple. Un exemple du mi-temps peut apporter des améliorations sur le plein temps. Voilà d'une manière, cela peut être signifié dans la phase de conclusion de la mission d'audit. Alors, voilà ce que nous venons de terminer au niveau de ce chapitre concernant la mission d'audit stratégique qui est caractérisée en 3 phases: la phase de préparation, la phase de réalisation et la phase de conclusion. Donc, l'auditeur doit remplir toutes les 3 phases quand il doit effectuer sa mission d'audit sur le terrain. Plus loin, un auditeur, quand il arrive sur le terrain, il y a aussi ce qu'on appelle des erreurs à éviter. Des erreurs à éviter. Et tant que professionnel dans le métier, il connaît, quand il arrive sur le terrain, il doit effectuer sa mission correctement. Alors, les erreurs ne doivent pas être signifiées en pleine mission. Les erreurs ne doivent pas être constatées pendant la mission. Raison pour laquelle, ici, dans le 4e point, j'ai signifié les principales erreurs à éviter lors d'une mission d'audit stratégique. Les erreurs. Il s'agit de, ici, croire que les questionnaires est le grade de l'audit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand l'auditeur arrive sur le terrain, il doit utiliser ce qu'on appelle une fiche technique.
La fiche technique qui va nous permettre de poser des questions aux agents qui sont utilisés dans l'organisation, également aux responsables de l'entreprise. Alors, la fiche qui est caractérisée par des questions, pour l'auditeur, ne doit pas être une fiche technique prise à la légère. L'auditeur doit apporter du sérieux. S'il commence à la première question, deuxième question, troisième question, en respectant les normes du travail et les techniques d'engagement. Deuxièmement, gentil flic. Gentil flic. L'auditeur ne doit pas être comme un gentil flic. Pourquoi un gentil flic? Alors, quand on effectue la mission d'audit, l'auditeur doit effectuer sa mission correctement. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas la gentillesse dans la mission. Il doit collecter les informations. Il doit vivre la réalité. Parce que dans la réalité de ces informations, c'est là qu'il lui apportera de présenter la synthèse de sa mission. Vous, cette synthèse est présentée plus tard dans un rapport de mission d'audit. Alors, une fois, l'auditeur ne doit pas présenter un caractère ou un comportement d'un gentil flic. Méchant, il y a aussi ce qu'on a signalé, méchant flic. Il y a ce qu'on appelle le comportement d'éthique, de la déontologie. Le comportement d'éthique que l'auditeur est donc expert, il connaît quand il arrive sur le terrain, en pleine mission, il doit appliquer ce qu'on appelle l'éthique concernant la déontologie du travail. L'éthique qu'il maîtrise. Alors, quel est le premier point à aborder? Quel est le deuxième point à aborder? Quel est le troisième? Ainsi de suite, jusqu'à arriver à la dernière phase. Le comportement de la méchanceté, même s'il constate il y a le dysfonctionnement au niveau des activités de l'organisation, l'auditeur ne doit pas présenter un comportement de la méchanceté. Non. Cela n'est pas recommandé en tant qu'auditeur, en tant qu'expert. C'est un homme qui est formé, c'est un homme qui est expérimenté. C'est dans le cas d'exemple quand même un médecin qui se trouve devant un malade. Il sait ce qu'il doit faire au niveau des questionnaires, ce qu'il doit apporter comme amélioration après avoir déterminé le diagnostic du malade, apporter des orientations dans les conseils des ordonnances pour apporter le résultat. Donc, il ne doit pas être méchant. L'auditeur, il ne doit pas avoir un comportement méchant. Également, la prise ici. Pensez que cela a sa place. Vous dites, non, l'auditeur, en pleine mission, ne peut pas penser à la place du responsable de l'organisation ou au responsable de l'audit, de l'entreprise auditée. L'auditeur, pendant sa mission, doit collecter les informations qu'il doit apporter sur la fiche technique. Il ne doit pas penser à la place de l'auditeur, du propriétaire de l'entreprise plutôt. Il ne doit pas penser à la place de l'organisation auditée. C'est, voilà, des erreurs que l'auditeur doit éviter. Également, auditer soi-même. L'auditeur ne peut pas effectuer une mission étant que lui-même, il ne doit pas effectuer une mission. Lui-même, il est auditeur, d'une part, et
c'est une entreprise auditée d'autre part. Non, ça ce sont des erreurs. Je prends un exemple. J'ai une organisation, j'ai une entreprise. Mon entreprise, après avoir engagé des financements dans un projet d'investissement, que je dois attendre des résultats fiables, quelque temps après, je dois appeler une mission d'audit, de m'apporter des informations. Alors, étant que moi-même, auditeur, expérimenté dans le métier, je ne peux pas effectuer la mission d'audit au sein de mon entreprise. Ça, c'est une erreur. Raison pour laquelle auditer soi-même. C'est une erreur. Je dois appeler des autres collègues qui sont dans le même métier de venir faire l'audit de mon entreprise. S'aimer plus que les auditer. Non, dans les relations. Dans les relations d'amitié, dans les relations de collaboration bâties avec le propriétaire de l'entreprise ou de l'organisation, alors si nous avons des relations d'amitié, de famille, alors s'il s'agit de la mission d'audit, je dois prendre la veste d'amis de mettre de côté. Je dois prendre la veste des relations familiales, de mettre de côté. Je dois effectuer ma mission exactement selon la déontologie du travail. Voilà d'une manière que je viens de présenter ce qu'on appelle des erreurs, faut-il éviter